en direct sur Jet FM dans le festival Fumetti qui se déroule tout ce week-end dans l'espace de la Manufacture des Tabacs à Nantes. Vous pouvez venir voir des expositions, des rencontres, des discussions, des concerts, des performances. Et on va croiser les univers et les questionnements de deux auteurs-autrices. Il s'agit de Camille Jourdi et Olivier Josso-Hamel. Le second, Olivier Josso-Hamel, a publié 2 tomes de Haut Travail aux éditions L'Association, et il y a une exposition ici qui s'est ouverte il y a déjà quelques semaines pour notamment le festival Fumetti, mais qui court jusqu'au mi-juillet dans l'espace Maison Fumetti, qui est consacré justement à ce travail, au travail, que vous pouvez donc voir en accès libre et gratuit, évidemment. Camille Jourdi, tu es notamment l'autrice de 2 œuvres qui ont un peu marqué et les librairies et les esprits, et même les cinéphiles, puisqu'il y a une adaptation cinématographique de la première dont je vais parler, c'est Rosalie Bloom. Et puis Juliette, les fantômes reviennent au printemps, c'est une bande dessinée qui est sortie il y a déjà 2 ans, aux éditions Actes Sud BD dans les 2 cas. Rosalie Bloom a connu une adaptation cinématographique par Julien Rapneau. C'était 3 livres qui ont été rassemblés dans une version intégrale, donc également aux éditions Actes Sud BD. Dans les 2 cas, et c'était un peu l'idée des organisateurs du festival ici, de croiser vos univers. Dans les 2 cas, et de différentes manières, en bande dessinée, vous traitez tous les deux d'une question qui a été baptisée le fantôme, peut-être l'absence, peut-être le creux, le puzzle. Enfin, on pourrait imaginer tout un tas de métaphores comme ça pour parler de ce qui se niche au creux des familles, qu'elles soient vécues, imaginées ou recomposées de manière créative, par le biais j'imagine, différents éléments qui peuvent être biographiques, autobiographiques ou d'observation. Donc il y avait cette question-là du fantôme. Peut-être pour revenir un peu au début et puis faire le lien peut-être avec la discussion qu'on avait avant, discussion collégiale. Est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher dans votre prime enfance sur le fait que ces questions-là apparaissent forcément dans votre œuvre à un moment ou à un autre, et à quel moment il était nécessaire que ces questions-là de la famille, on va dire pour aller vite, apparaissent dans vos œuvres? Est-ce qu'il a fallu des chemins détournés avant d'arriver à ces livres-là, par exemple? Non, ça s'est fait plus ou moins tout seul. Après, je crois que pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout conscientes. Alors, moi, c'est pas autobiographique, c'est différent. En soi, il y a rien de vrai. Aucun personnage n'existe dans mes bandes dessinées, et c'est pas mon histoire. Donc, c'est juste que, effectivement, j'aime bien parler de la famille et des secrets de famille, puisqu'on retrouve dans les 2 livres des histoires de secrets de famille. Mais alors ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je dirais, il n'y a pas... Des fois, je me pose la question, surtout que souvent, là, je reprends des notes pour d'autres bandes dessinées, c'est encore souvent une idée, un thème qui me vient. Enfin, ça me plaît, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être qu'il y a plein de secrets dans la famille, peut-être que... Après, il y a plein de choses qui sont inconscientes, mais ça me déplaît pas qu'il y ait plein de choses qui restent inconscientes. J'ai pas envie. Souvent, on me pose des questions, voilà, justement sur mes livres, et parfois je sais pas quoi répondre. J'aurais souvent envie de dire je sais pas et pas aller plus loin. Alors bon, j'essaye de creuser quand même un peu, mais et finalement ça me plaît des fois de pas savoir, parce que j'ai l'impression que si j'explique tout, j'aurais l'impression de tout casser, enfin de faire les choses peut-être moins spontanément. Bon, après, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de parler des relations familiales. Dans les 2 livres, Rosalie Bloom comme Juliette, il y a cet aspect un peu comédie humaine qu'on pourrait voir chez certains écrivains feuilletonistes, peut-être du fin du 19e ou début 20e, de description comme ça des mœurs, comédie de mœurs un peu, de description de personnages, de relations. Aussi peut-être ce qu'on trouve dans le cinéma de Chabrol. Alors c'est peut-être tout ça des choses qu'on t'a déjà largement dit, qui sont un peu éculées ou des clichés, mais il y a quand même une forme de filiation, d'aller chercher comme ça les rapports ténus entre les gens, plutôt que de chercher, je ne sais pas, une grande histoire ou une espèce d'accroche comme ça, scénaristique très précise, très tenue. C'est plutôt le non-dit qui joue beaucoup, j'ai l'impression. Oui. Plus que la révélation. Oui, les choses du quotidien. Tout à l'heure, on essayait chacun de parler d'œuvres, de films ou de livres qui nous avaient marqués. Moi, je crois qu'avant tout, c'est la famille qui m'inspire. Parce que même si c'est pas autobiographique, ça reste familier pour moi. C'est-à-dire que c'est les gens qui me connaissent et qui connaissent ma famille, quand ils lisent les 2, Rosalie Bloom ou Juliette, me disent on vous reconnaît. C'est
pas ma famille, mais il y a quelque chose quand même d'assez proche. Donc, je pense que c'est avant tout là que je puise mes inspirations. Ma famille ou celle des autres aussi, d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est les relations parents-enfants, grands-parents, enfin, relations amoureuses aussi, et la communication entre les gens, en fait. Ça me plaît beaucoup. Et justement, les non-dits. Enfin, dans Juliette, je travaillais beaucoup sur les non-dits, ce qui est pas facile parce que faire une BD sur les non-dits, c'est pas évident. Il y avait des scènes, vraiment, je me dis, là, j'ai envie de montrer, de dire qu'ils n'arrivent pas à se parler, qu'ils n'arrivent pas à se communiquer. Alors, qu'est-ce que je leur fais dire? Voilà, sans que ce soit lourd, quoi, non plus. Et parfois, c'est juste c'est là que le dessin intervient plus que le dialogue, c'est que c'est dans leur attitude, finalement, dans leur manière de bouger leur corps, leur expression. Ça me plaît beaucoup de travailler ça dans le dessin. J'aime j'essaye en tout cas que mes personnages existent, quoi, physiquement, et comme un acteur, qui joue vraiment leur rôle pour dire quelque chose avec les mots, mais avec leur corps aussi. Et avec l'utilisation aussi du langage propre à la bande dessinée, la répétition de cases qui laisse passer du temps, du silence, moi j'aime bien prendre etc. du temps aussi pour ça. Ou alors les grandes images qui prennent toute la page et qui posent aussi un temps. Oui. Mais tu parlais d'un acteur, il y a quand même d'emblée, et c'est pas étonnant qu'il y ait eu une adaptation cinématographique, j'ai l'impression que tu as quand même d'emblée une manière de concevoir l'histoire, le découpage très cinématographique, sans que ce soit non plus... négatif dans le sens on a parfois dit de certaines bandes dessinées que c'était un peu cinéma du pauvre. Là c'est pas du tout le cas, mais il y a une part pleine du dessin et du langage de la bande dessinée, mais il y a quand même des constructions assez cinématographiques, l'arrivée des plans, notamment sur les débuts des histoires, dans Juliette, l'arrivée en train, toutes ce sortes de choses très, très cinétiques, si ce n'est cinématographiques. Ça, c'est pas conscient d'une certaine manière, je fais les choses comme elles me viennent, hein, mais effectivement je pense que souvent, je me rends compte d'ailleurs quand j'explique aux gens comment je travaille, je dis je sais ce que j'ai envie de dire, ce que je veux faire passer comme émotion, je vois ce qui va se passer dans la sienne, quel sera le dialogue, et maintenant je me dis comment je le dis, et en gros un petit peu où est-ce que je mets la caméra, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire est-ce que ça va être un gros plan ou de loin, ou comment je me place, est-ce que c'est champ contre champ, enfin je raisonne un petit peu comme ça, donc je fais un découpage, je le fais quand même souvent un peu à l'instinct, c'est-à-dire que j'essaye ce qui me vient en premier en découpage brouillon, et puis je vois si ça fonctionne ou pas, c'est-à-dire des fois je le laisse de côté, je le reprends un petit peu après, et si ça fonctionne bien, je le garde tel quel. Tu disais que évidemment c'était pas autobiographique, mais qu'il y a des parts de toi. On pourrait s'amuser à décrypter quelles parts de toi sont dans quel personnage, à quel moment même peut-être, ou dans quels espaces. Ça c'est un jeu un peu des fois de maquillage qui peut être assez amusant ou j'imagine stimulant à faire quand on est le créateur, la créatrice de la bande dessinée. Et pour renverser la question, à l'inverse, Olivier Jossuet-Hamel, toi tu travailles un matériau extrêmement autobiographique. Et quelle part justement de maquillage de l'autobiographie il peut y avoir pour que ce soit aussi, je ne sais pas si c'est supportable, lisible en tout cas, est-ce qu'il n'y aurait pas parfois plus d'autobiographie dans une fiction inventée que dans une autobiographie directe? Enfin voilà, je ne sais pas comment brasser cette question-là, mais il y a peut-être un jeu d'aller-retour entre vos deux manières de faire. Qu'en face de l'autobiographie ou de la fiction, il y a une part de l'autre. L'autobiographie va être fictionnelle et la fiction va être autobiographique, c'est évident. Pour faire principalement l'autobiographie en bande dessinée, je réfléchis, j'ai fait un peu de fiction aussi, mais beaucoup moins. Et j'en ai très envie d'ailleurs. Et je me rends compte qu'on a une part de liberté beaucoup plus grande, je pense, avec la fiction. Et on va puiser dans notre vie, dans notre rapport au monde, notre vécu, etc. J'avais prévu des trucs, j'ai oublié. Je voulais parler de mystère par rapport à l'enfance. On en a parlé juste précédemment avec nos collègues. Moi, je disais que pour moi, l'enfance, c'était les premiers pas de la construction humaine. Le dessin, pour moi, c'est un rapport au monde. C'est très lié au jeu. Quand on est enfant, on ne se préoccupe pas spécialement du regard de l'autre. Et on expérimente avec son corps, on se roule par terre. Et pour moi, dessiner, c'est la même chose. C'est une expression première du rapport au monde. Et c'est du jeu aussi. Donc le jeu avec la fiction, le jeu avec l'autobiographie. Moi, quand je fais de l'autobiographie, c'est très bien. Voilà, j'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai commencé au travail il y a 10 ans, donc j'avais à peu près 40 ans.
Ce retour sur l'enfance et sur la famille, c'est né d'une nécessité. J'ai vécu 2 deuils peu avant de commencer au travail. Ma grand-mère paternelle, qui est la maman de mon père, que lui-même j'ai perdu quand j'étais tout petit, à 2 ans et demi. Et le fait d'avoir perdu ma grand-mère, ça a été un vrai choc. Et j'ai dû m'occuper de toutes ces affaires. J'étais le seul héritier finalement, et j'ai dû m'occuper matériellement de toutes ces affaires dans son petit appartement, un appartement blindé d'objets, de souvenirs, et un grenier tout pareil. Et c'est cette perte qui a été un élément vraiment déclencheur. C'est-à-dire que avec la disparition d'une personne, c'est pas seulement la personne physique qui disparaît, on va plus la voir, mais c'est aussi sa mémoire et son rapport au monde. Et donc c'est assez conséquent. J'ai senti vraiment une espèce de planète, mais en creux, une espèce de trou noir. Et j'ai retrouvé dans ses affaires des dessins qu'elle avait gardés, des dessins que j'avais réalisés enfant, dont j'avais perdu jusqu'à la mémoire, justement. Donc ça a été le déclencheur de tout ça, et c'est ce qui m'a amené à travailler sur la famille, avec en effet les fantômes. Je parle de deuil. La mort, c'est un tabou assez prégnant dans nos sociétés. Et moi, j'avais pas souvenir de beaucoup de paroles qui entouraient mon père, à la fois sa disparition et son existence. Et comme j'avais pas de souvenir conscient, il y avait vraiment un manque de ce côté-là. Donc j'ai remonté le fil. J'ai utilisé la figure du puzzle. C'est vraiment ça, quoi. C'est le puzzle, même si on ne sait pas tout, on n'a pas besoin nécessairement de tout savoir et de tout comprendre, tous les éléments biographiques de ceux qui nous précèdent, sinon c'est trop lourd. Mais j'imaginais un puzzle avec des pièces manquantes. Les pièces manquantes, finalement, se dessinent en fonction des pièces qui existent. C'est un rapport de creux et de plein. Et c'est intéressant de travailler avec ça, ces creux-là étant peut-être plus fertiles parce qu'on a la possibilité de les remplir et de les investir. Le fait de faire de l'autobiographie, c'est s'autoriser de réécrire en étant fidèle. Ça peut paraître paradoxal. Je sais très bien que la personne que je suis à 50 ans porte un regard en fonction de sa mémoire et de son présent à l'instant où je décide d'écrire plutôt telle phrase, plutôt telle autre. Donc il y a un effet de palimpseste. Et il faut faire gaffe d'ailleurs avec l'autobiographie, parce que ça a tendance à recouvrir aussi une partie du souvenir qui va être volatile. Et à partir du moment où on décide de travailler dessus, quelque part de le fixer, c'est une empreinte, le livre, voilà, et c'est une empreinte aussi physiologique quand on travaille sur ce matériau vécu, avec tout ce que ça a d'aléatoire. Et ça a tendance à recouvrir pour partie le souvenir. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande part de responsabilité dans ce travail-là, sans que ce soit lourdingue. Hein. Mais on le sent passer quand on le fait. Moi, je le sens bien, en tout cas. Le puzzle, justement, ou d'autres formes que tu as pu utiliser pour la construction de vos travail, ça participe d'une manière de trouver ta narration qui... c'est pas forcément à contrario du travail de Camille, mais n'est pas spécifiquement cinématographique. On serait plus dans un abord d'abord plastique, peut-être. La double page complète, un rapport d'abord de matière aussi, d'entrer dans le... Oui, c'est ça, dans la matière, dans le jeu, peut-être dans la boue, pour aller en sculpter quelque chose, je sais pas. Tout ça est peut-être très psychanalytique aussi, et justement, pas forcément dans une narration construite et limpide comme dans certains films de cinéma, encore qu'on pourrait détailler un peu plus les choses, mais bon. Et puis aussi ce rapport fort à la musique qui, j'ai l'impression, draine vraiment les choses, comme ce rapport au flux continu d'une musique et à la répétition aussi de motifs, comme on peut l'entendre dans le rock que tu apprécies particulièrement. C'est peut-être que le point de convergence de vos deux univers, ça serait plus du coup la littérature et l'écriture des choses et des voix off qui peuvent... à différents endroits, se rapprocher d'une littérature. Par rapport à ce que disait Camille sur la partie technique du travail, le découpage, pour au travail, moi je ne fais pas de découpage. C'est-à-dire que j'ai un texte en amont que je vais travailler, retravailler, retravailler, un texte qui va être un récitatif et que je vais utiliser brut, après avoir été passé au tamis dans le livre. Donc j'ai cette matière textuelle que je distribue dans la page avec un système de lettrine. Donc il était une fois, le i va être dessiné, ça fait déjà une accroche visuelle, et le dessin va se construire autour. Tu parlais de couler pour la musique, où il y a un côté assez aléatoire. Le dessin, il est censé compléter le texte et pas être en redondance avec lui. Donc là aussi, ça laisse une grande part de liberté et de colonisation. Là, il y a la couverture du tome 2 avec des racines, la musique, l'arborescence, les ondes, l'énergie, etc. Ce qui me plaît beaucoup avec ce travail.
C'est la liberté effective que je peux ressentir, que je n'ai pas toujours ressenti précédemment en faisant de la bande dessinée plus classique, en tout cas sur le plan technique, avec des séquences typiques de bande dessinée, avec des plans cinétiques. Là, c'est beaucoup plus éclaté, ça peut se rapprocher du livre jeunesse avec des choix de mise en page qui alternent suivant les doubles pages. Je travaille avec l'unité de la double page et j'essaie d'avoir à la fois des récurrences et pas trop de répétitions. Donc il y a un travail assez musical en effet dans les motifs graphiques et ce rapport au texte. Une chanson va avoir souvent un texte qui va être musical et les autres instruments, enfin l'ensemble des instruments ou des éléments du morceau va travailler par association, enchaînement, rupture. Donc c'est vrai qu'il y a des liens avec la musique assez... le vocabulaire et la rythmique peuvent être assez communs aux deux médiums. Et dans ce rapport littéraire, Camille, toi, le texte a une importance forte dans le sens où, pareil, tu le travailles, retravailles jusqu'à trouver les phrases justes. Oui, je retravaille. Après, pour moi, il n'y a pas forcément le texte d'un côté et le dessin de l'autre. C'est vraiment, pour moi, les deux viennent ensemble. C'est-à-dire que quand je prends des notes, c'est autant du texte que un petit dessin vite fait. Même mes brouillons, j'ai besoin d'avoir les deux. C'est-à-dire que pour que mes personnages ils existent et qui prennent corps, qui prennent vie, j'ai besoin de physiquement de les faire jouer, en fait, de les faire parler, comme si c'était eux qui mettaient l'intonation en fait de ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est un croquis très très rapide, hein, mais tout de suite ça donne un ton, une idée, et j'ai l'impression que c'est comme ça que petit à petit, voilà, ils prennent vie comme des petits acteurs qui s'entraînent, et qui au bout d'un moment peuvent être dessinés. Enfin, ouais, j'ai besoin de passer par les deux, par le dessin et par le texte pour. D'ailleurs, si je bloque un peu avec le texte, des fois, je me dis, allez, passe au dessin avec des décors un peu plus construits, des détails. Et parfois, c'est ça, c'est l'idée du dessin, de ce que je vais avoir envie de dire dans le dessin, qui va me donner une idée du texte à reprendre. Mais oui, souvent, ça ne vient pas tout d'un coup. Je reprends, il y a des scènes entières que je refais. Parce qu'Olivier parlait du rapport au dessin dans l'enfance et puis du plaisir du dessin qui fait venir aussi les choses. Est-ce que dans ton cas, Camille, pour Rosalie Bloom ou pour Juliette, ça part d'abord d'un plaisir de dessin, l'envie de dessiner quelque chose, et donc qu'est-ce qu'on raconte avec cette envie-là? Oui, il y a un petit peu ça, c'est comme un peu des ingrédients, je ne sais pas, je vais me dire... dans Juliette, j'ai envie de dessiner, je sais pas, des maisons. Quand je me promène dans une ville, j'aime bien les espèces de maisons de banlieue. J'aime bien les regarder parce que je me dis qui habite là, qu'est-ce qu'il y a derrière les volets, derrière les. Je pense que tout le monde fait un peu ça. Hein. Et ça me donne envie d'écrire des histoires. Des fois, juste de voir pas grand-chose, des objets qui traînent dans un jardin, de me dire quelle est l'histoire de ces gens. Et souvent, des fois, c'est juste ça le point de départ. Alors, ça va être une période où je me promène au printemps, alors je me dis j'ai envie de dessiner le printemps, puis j'ai envie que le décor ce soit ici, et puis des fois je vais croiser quelqu'un dans la rue, puis je sais pas, son allure, ses vêtements, ça me plaît. Des fois je prends les photos les gens discrètement en photo, puis je les dessine. Des fois ça part de choses comme ça, ouais, ou d'un dialogue, d'envie, oui. À la fin de l'intégrale de Rosalie Bloom, chez Actes Sud BD, il y a tout un petit cahier de recherche graphique, des photos aussi notamment. Alors des photos qui ont l'air anciennes, mais c'est plutôt les endroits qui doivent être anciens. Je ne sais pas si les photos sont anciennes. Ça fait un moment que c'est sorti Rosalie Bloom, donc j'ai pris les photos il y a plus de 10 ans quand même. Mais le salon est toujours pareil. Hein. Elles ont une patine, voilà, mais c'est le salon qui a une patine en lui-même. Oui, mais je pense qu'en fait, il n'a jamais été changé. C'est un salon, c'est dans le Jura, à Dole. Moi, je suis originaire de là-bas, et puis je connaissais la personne qui tenait ce salon. Je pense qu'il a commencé à travailler là-bas, il avait 15 ans, il n'a jamais rien changé. Et du coup, ça lui donne un côté rétro, joli. Et quand j'allais me faire couper les cheveux là-bas, j'avais envie de le dessiner. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que le personnage est coiffeur. Au départ, c'était vraiment juste que j'avais envie de dessiner ce salon de coiffure. Parce que ça amène là aussi un point commun dans vos approches. Olivier, tu as beaucoup travaillé d'après photo certains aspects de travail. Alors évidemment pour la question de la mémoire familiale, mais pas seulement. Il y a aussi un plaisir de dessinateur, un plaisir graphique de reprendre des éléments soit d'architecture, soit de personnages, de visages, ou dans ce cas-là le salon de coiffure, et finalement ça peut être le moteur, le prétexte presque du début d'une narration. C'est marrant parce qu'on a le salon de coiffure en commun. Ma mère était coiffeuse, donc quand j'étais petit,
Oui, c'est vrai, il y a un très beau salon de coiffure dans le dessiné. Ouais. Et puis c'est graphique, hein, les sièges, tout ça, les odeurs, les sensations. Dans l'expo, il y a une grande image tirée d'une double page de travail, agrandie sur un panneau pour qu'on la voit bien. C'est un parterre de femmes nues, inspiré d'une pochette de Jimi Hendrix, Electric Ladyland, qui a été censurée depuis, où on voit plein de femmes de plein de formats, plein de couleurs différentes, qui regardent l'objectif et qui sont très belles. Et j'ai vu cette photo enfant et je m'amuse quelque part à la détourner pour montrer la sensualité qu'il pouvait y avoir dans ce salon de coiffure, qui n'était pas un hammam, hein, mais où il y avait des dames âgées. C'était à Saint-Nazaire dans début des années 70. Mais c'était marrant de détourner ça. Au-dessus, le texte qui correspond, c'est maman, mémère, mamie, Madame Germaine. Et on voit ces femmes assez entre héros et thanatos un peu, qui regardent l'objectif là aussi. Et tout ça, c'est des sensations justement qui viennent de l'enfance et qui sont projetées avec un regard d'adulte, quoi. C'est vraiment ça. Donc tout ce qui peut faire matière est bon à prendre. Puis après, c'est l'intuition qui décide, les besoins du moment, l'humeur, et on va piocher dans le réel pour le transformer, ou dans le fantasme aussi pour le matérialiser. C'est un peu les deux toujours. Moi, c'est aussi une aide concrètement par rapport au dessin. C'est-à-dire que je travaille d'après photo pour les décors, mais aussi pour les personnages. C'est-à-dire que je joue tous les rôles féminins, mon conjoint tous les rôles masculins, parce que j'ai besoin pour les positions, si je veux qu'elles soient justes. Alors, il y a des poses, c'est pas pour toutes les poses, il y a des poses, je les dessine comme ça, mais parfois, si je veux, je sais pas... oui, mais même juste une pause comme ça de quelqu'un qui est en train de parler ou faire un geste un peu précis, j'ai besoin de la béquille de la photo, quoi, enfin de m'aider. Alors voilà, on joue les rôles et puis juste pour voir comment elle s'est fichue la main. Enfin bon, voilà, j'ai besoin de ça. Je précise pour ceux qui ne vous auraient pas encore lu que ça n'est en rien un dessin photographique. Non, pas du tout. Souvent, les gens sont étonnés. Vous avez chacun trouvé votre style, évidemment, depuis longtemps. Mais c'est juste, en effet, pour une justesse peut-être de proportion, d'attitude, etc. Oui, d'attitude, oui. Alors, rentrons un peu dans le vif de ce sujet du fantôme. Pourquoi réveiller le fantôme? C'était un peu le sous-titre que, d'ailleurs, Julia Wouters avait trouvé, qui est plutôt juste. Pourquoi réveiller les fantômes? La réponse pourrait être simple, parce que ça fait une bonne histoire. Je ne sais pas d'ailleurs si ça fait une bonne histoire. Et quelles questions on se pose sur le moment où on écrit ces histoires donc, de famille et de réveiller les fantômes. Alors il y a des questions différentes selon vos cas, qu'ils soient autobiographiques ou pas. Ceci dit, j'imagine quand même, Camille, que ta famille, lisant tes livres, a dû inévitablement chercher à se retrouver à un endroit ou à un autre. Des histoires parlant de famille, il y a une transposition ou une interprétation qui peut se faire, non? Oui, c'est surtout qu'ils s'amusent à essayer de se reconnaître, parce que c'est vrai que je leur vole quand même si c'est pas eux. Le personnage de la mère, dans Juliette, le personnage de la mère et de Marie-Lou, j'avoue que je vole des façons de parler de ma mère, des attitudes, parce que pour créer mes personnages, je pense quand même un petit peu à des gens dans l'entourage, des fois à plusieurs personnes, puis je leur vole un petit peu. Et il y a des gens qui reconnaissent ça, qui le voient. Et le personnage du père, il ressemble un peu à mon père. Enfin, mon père, il est encore bien plus bizarre que celui de Juliette, mais... voilà, ça va plus être ce genre de choses-là qui regardent et qui voient. Et maintenant, j'ai surtout droit pendant les repas de famille à dire attention, il y a Camille, donc on va se retrouver dans voilà, c'est les blagues tout le temps. On va se retrouver dans une BD. Ce sera plutôt ça. Par rapport aux fantômes, non, aux secrets de famille, ça, ils n'ont pas trop. Il n'en a pas tellement été question. Après, j'ai une grande famille d'angoissés. Et dans ce livre, Juliette revient chez elle pour chercher un petit peu ce qui ne va pas. Et je pense qu'on a tous, je sais pas, des moments dans la vie où on essaye un petit peu de chercher en soi de se comprendre et puis de comprendre les autres. Alors là, d'un point de vue, au niveau du scénario, c'était plus facile, plus efficace peut-être de tout d'un coup qu'il y ait cette histoire de secret. Mais finalement, c'est un prétexte c'est un prétexte juste pour raconter qui on est, d'où on vient et quelle relation on a aux autres et à ses parents. Voilà. Mais... En soi, dans Juliette comme dans Rosalie Bloom, la révélation éventuelle du secret ne change pas grand-chose sur la destinée des personnes. Non. Juliette, elle essaye juste un petit peu de renouer un petit peu avec son père qui n'arrive pas à vraiment bien communiquer avec elle. Et finalement, il n'arrive pas tellement mieux à la fin à communiquer avec elle, mais c'est comme si elle se disait que c'est pas grave, que c'est quand même une forme de communication, tout ça.
il le fait mal, il est maladroit, mais c'est sa façon de faire à lui. Et puis c'est pas plus mal. C'est comme si l'éventuel secret de famille, donc ou le fantôme peut-être réveillé, n'apportait de toute façon pas beaucoup plus de réponses aux questions que, alors j'allais dire vous posez, oui peut-être en tant qu'auteur, autrice, ou en tout cas que les narrateurs de vos œuvres peuvent se poser, ou que peut-être le lecteur peut se poser. Dans ton cas, Olivier, c'est pareil, c'est finalement un questionnement, j'allais dire une quête sans fin, peut-être pas, mais en tout cas un questionnement sans fin, qui fait que même si tu arrives à soulever des bribes de réponses dans le questionnement familial que tu poursuis, c'est d'abord et avant tout ce que tu expliquais, ton propre vide ou creux ou manque que tu questionnes au fur et à mesure et qui peut-être trouve réponse dans ce travail-là, mais peut-être est sans fin. C'est évolutif, ça c'est sûr, entre le moment où j'ai commencé au travail, voilà, dans mon petit coin, je travaille avec des éditeurs, mais j'ai vraiment pas mis l'échafaudage devant la maison, j'ai fait ça vraiment dans mon coin, par nécessité pure. Et donc entre ce moment-là, mi-2007 je crois, et aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont évolué. Je n'aurais pas identifié au travail comme une chasse aux fantômes. La question principale que je me posais, c'était, mais au fait, pourquoi je fais de la bande dessinée? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Au fond, du fond, du fond, du fond. Voilà, c'est une spirale. Et d'extrogir ou sinistrogir chez mon savant, donc, qui tourne vers la droite ou vers la gauche. Enfin, ce qui est marrant, c'est que le motif de la spirale, il y a des gens qui trouvent ça, qui l'interprètent, c'est une question de regard, hein, comme quelque chose d'angoissant. Tourbillon, on est pris, c'est un maelstrom. Alors que ça peut être une expansion aussi. Oui, on peut partir dans l'autre sens. Tout est dans le regard. Et c'est justement ça qui évolue. C'est-à-dire que les manques, en l'occurrence, je parlais de mon père, mais c'est aussi, dans ma généalogie, quelque chose, un motif récurrent. C'est-à-dire, enfin, c'est pas qu'un motif, c'est une réalité. Les hommes, je suis parti sur l'absence de mon père, quelle était sa place dans la famille, et je me suis aperçu qu'il y avait plein de pères et d'hommes manquants. Mais vraiment beaucoup. Donc là, ça commence à ressembler à une chasse aux fantômes. Et de voir qui sont ces gens, donc que ce soit plus justement des fantômes, qu'on en dessine au-delà des contours, mais une forme d'humanité qui puisse avoir à la fois une place et qui soit incarnée. Le fantôme, souvent, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est une hantise, quelque chose qui revient, une récurrence, et il y a un flou. Le fantôme, il est flou. On peut le matérialiser avec un linceul. Je m'amuse avec ça. Le tome 2 d'Au Travail commence là-dessus. Hein. On voit un petit garçon qui est debout, il regarde à droite, il regarde à gauche. Il sort un espèce de mouchoir, mais assez grand, de sa poche. Il le met en boule, il shoot dessus. Le mouchoir va au plafond et lui retombe dessus, et c'est devenu un linceul. Et le petit garçon l'évite et se déplace, et l'histoire commence. Donc le petit garçon, c'est mon avatar, c'est le regard que je pose sur moi enfant. Et de devenir soi-même un fantôme pour mieux apprivoiser ses peurs. À un moment, il est question de la figure de l'araignée, qu'on peut voir de plein de façons différentes. Là, elle était plutôt horrifique. Elle familiarisait un matriarcat étouffant, quelque chose en tout cas une prise un peu trop marquée, un peu trop lourde, un peu trop encombrante. Et juste après, le personnage lui-même, après avoir une frousse monumentale devant une grande figure d'araignée, se retrouve avec une tête d'araignée lui-même. Donc incorporer sa peur, voilà, pour mieux la vivre, et passer à autre chose aussi. C'est toujours présent. Je sais très bien que je ne vais pas changer le passé, c'est pas la question. C'est le regard que je porte sur ce passé, et un regard fait pas pour alourdir, mais pour alléger. Mais à quel moment, dans cette recherche que tu fais donc sur cette histoire familiale et sur ta propre histoire, et peut-être Camille, toi, quand tu travailles sur les histoires familiales, en questionnant quand même, j'ai bien compris, un peu de ton histoire familiale, à quel moment vous vous dites, tiens, ça c'est fertile pour développer quelque chose qui devient autre chose, une histoire? Parce qu'il y a la recherche personnelle, mais il y a aussi cet acte de communication, d'en faire un livre que des gens vont lire et qui potentiellement peut les intéresser, leur plaire et être un peu universel. Donc il y a ce rapport-là à en quoi réveiller un fantôme, c'est une bonne histoire.
Parce que c'est un dénominateur commun formidable. De toute façon, au début, moi, j'avais peur d'encombrer les gens avec mes petites histoires, pour me rendre compte qu'une fois le premier livre paru, les gens ils projetaient leur propre regard, leur propre hantise, leur propre histoire, leur propre questionnement, etc., etc. Donc c'est des motifs libres d'appropriation. On peut parler d'une famille précise, qu'elle soit fictive ou qu'elle soit autobiographique, donc prétendument réelle, prétendument, parce que les personnages deviennent les personnes deviennent des personnages à travers une œuvre artistique, une œuvre de fiction en tout cas, enfin une œuvre de fiction, le lapsus. Je me suis trouvé, en fait, c'est pas vrai, j'invente tout. C'est ça. Ça peut accéder à une forme de fiction. Oui, tu fictionnalises ton autobiographie. Bien sûr, le fait de matérialiser ce que je disais sur la mémoire, de choisir plutôt faire une focale là, c'est déjà une subjectivité affirmée, prononcée. C'est comme ça. Et peut-être dans d'autres conditions, la veille ou le lendemain, ça aurait été différent et l'histoire aurait pris une autre tournure. Et pourtant, les faits de base sont les mêmes. Mais c'est encore une fois ce sur quoi on décide tu parlais de passer du temps. À un moment, il y a un repas de famille dans le tome 2. C'était quelque chose que j'avais un peu de mal à aborder, que j'appréhendais. Finalement, je fais durer la scène peut-être assez longtemps. Je pointe ça vraiment et je me permets de faire le serpent qui passe par tous les coins de la mémoire. Et Camille, toi, ton rapport à justement cette idée que réveiller un fantôme peut être une bonne histoire, enfin, c'est en tout cas le cas dans les deux livres, dans Rosalie Bloom et dans Juliette. Moi, je sais que j'aime bien ça comme histoire, donc je me dis que d'autres gens aussi, ça doit les intéresser. Et c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils s'étaient reconnus. Des fois, c'est même assez frappant. Dans Juliette, il y a vraiment des gens qui me disent « mais j'ai tout à fait ce genre de relation avec ma sœur ». Et ils me racontent, et effectivement, c'est assez frappant. Moi, justement, je trouve ça plus facile pour moi pour l'instant d'aller dans quelque chose dans la fiction, parce que Juliette, même s'il y a des personnages qui ressemblent à ma famille, c'est vraiment pas... mon histoire ne ressemble pas à Juliette. Je veux dire, j'ai pas ce genre de relation comme ça avec ma sœur. Enfin, c'est pas du tout comme ça. Donc justement, ça me permet de prendre plus de liberté. Pour l'instant, j'aurais du mal, je pense, à aller vers l'autobiographie. Ça me fait un petit peu envie, mais je ne saurais pas comment l'aborder. Là, justement, je me sens complètement libre, quoi, de faire des personnages. Je m'inspire de plein de gens différents et je trouve ça plus facile pour l'instant. Est-ce que ça permet aussi, alors je pense à quelques-uns de tes personnages comme le surnommé Pollux dans Juliette, est-ce que ça permet d'avoir une forme de légèreté, voire d'humour, ou peut-être d'ironie un peu par moment, qui serait plus compliqué à avoir dans l'autobiographie, où on est vraiment le nez collé à l'histoire, et que cette petite distance-là, un peu légère, un peu même fantaisiste ou poétique, elle est peut-être plus compliquée dans un récit plus direct? Non, mais l'autobiographie, moi, en fait, j'aurais du mal parce que j'aurais peur de heurter les gens, en fait, les gens de mon entourage. C'est vraiment ça qui me pose... J'y pense parce que donc j'ai parlé de mon père plusieurs fois, mais il est quand même particulier. J'aimerais bien faire une BD autour de lui. Je vois des fois que je tourne un petit peu autour de ça, et parce qu'à chaque fois que je raconte un petit peu comment il est, les gens, je vois que ça les amuse, etc. Mais je vois pas du tout sous quel angle l'aborder. Puis même toute ma famille, de son côté, ils sont un peu... de deux côtés, ils sont un peu... Il y a des choses à dire, mais je me sentirais pas libre parce que j'aurais trop peur qu'ils le prennent mal, parce que je vais pas en faire que dire que les bonnes choses, sinon c'est pas marrant. Enfin, faut dire aussi tout. Au contraire, j'aimerais en rajouter presque un peu pour que ce soit plus drôle, mais alors je sais pas si je l'assumerais, donc je sais pas, pour l'instant j'ose pas, parce que si c'était que moi, si je parlais que de moi, pourquoi pas, mais après si c'est pour parler de son entourage, c'est pas évident. Je me dis après eux, il y a les autres gens qui le lisent, ils habitent dans une petite ville, enfin je sais pas, je comprends qu'ils aient pas forcément envie, donc oui, pour l'instant non. Je m'en tiens à... Je m'en rapproche, mais pas trop. C'est évidemment des questions que tu as brassées, Olivier, en faisant cette autobiographie directe, alors qui pourtant part de toi et parle de toi a priori, mais par nécessité et honnêteté, de toute façon, il faut parler de la famille qui t'entoure, dans laquelle tu as grandi. Donc, tu parles de gens qui existent, qui lisent ce travail, qui peut-être t'en font un retour. Enfin, j'imagine qu'il faut avoir assez de solidité ou de naïveté ou un mélange de tout ça pour réussir à assumer ça et à recevoir les retours qu'il peut y avoir ou les silences qu'il peut y avoir. Un peu d'inconscience aussi. D'inconscience, ouais.
Inconscience et responsabilité, c'est à la fois une fébrilité et puis une décision de parler, de dire, justement, on parlait de non-dit tout à l'heure, bah voilà, moi j'ouvre la bouche et je dis des choses que je pense et je m'engage finalement, j'engage mon regard. Et ce qui a été difficile justement dans le tome 2, c'est que le tome 1 est plus centré sur la petite enfance, avec en effet la famille bienveillante, l'accès à la bande dessinée, avec ce deuil toujours, et ces questionnements de l'enfant et de l'adulte. Et le deuxième est plus difficile parce que je parle davantage d'autres personnes et j'engage mon regard sur ces autres personnes et sur des faits, des souvenirs. Le rapport homme-femme, hein, c'est au centre vraiment de ce livre-là. Et dans une famille avec, je disais un matriarcat parce que les hommes étaient absents, donc ils étaient très très minoritaires. Évidemment, comme moi je suis né de sexe masculin, ça m'a particulièrement interpellé, cette question de la place. Ce qui est drôle, c'est que je suis marié à quelqu'un qui est auteur de bande dessinée, qui s'appelle Laure Delpino, et elle travaille sur la place des femmes par rapport à ses origines familiales. Et moi, je travaille sur la place des hommes. Patriarcat, matriarcat. Donc c'est toujours une quête d'équilibre pour se retrouver déjà, et puis jouer avec aussi. C'est toujours un jeu. Ça allège aussi les choses. Le fait de porter un regard à travers une pratique qui est somme toute assez ludique. L'art, c'est pas ludique, c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Enfin, selon moi en tout cas. Mais donc c'est une façon, le jeu, c'est une façon c'est pas nécessairement quelque chose de faux. C'est le jeu. Je disais tout à l'heure que c'est le rapport au monde quand on est enfant. Même si on mime des choses, on les vit de façon très intense et c'est pas juste de la comédie. On joue à être dans les relations sociales qu'on a adultes. On voit bien qu'on n'est pas les mêmes avec ses collègues de travail que quand on est tout seul chez soi ou avec ses proches et qu'on fait le guignol. Bon, voilà, on a plusieurs identités et les utiliser de façon fictionnelle ou autobiographique, c'est encore une fois un matériau, quoi. Et par rapport à la confrontation aux personnes existantes ou ayant existé, oui, il y a cette part de responsabilité qui est pas si évidente, mais c'est encore une fois une prise de liberté par rapport à ça. Quand j'engage mon regard sur des personnes qui sont plus là, qui peuvent pas rétorquer « ouais, Olivier, t'exagères » ou « c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé », je prends la responsabilité de voilà, dire ça comme ça. Et les retours sont... je suis dans une famille où on parle, mais pas nécessairement de l'intériorité. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une nécessité. C'est qu'à un moment, j'étouffe, quoi. Et il y a des retours bienveillants sur au travail, mais pas on ne crosse pas, il n'y a pas des dîners ou des déjeuners de famille. On dit « ah oui, là, non », et on décortique tout ça, on en parle très peu. Ou en tout cas, ma famille m'en parle peu. Mais il y a ce que disait Camille tout à l'heure, maintenant, cette espèce de crainte de se retrouver dans un de tes livres. Est-ce que les gens sont un peu plus prudents sur leur confession ? Je parle de faits et d'une époque qui est très ancienne, donc les années 70, voilà, je pense que je remonterai jusqu'à des périodes plus récentes. Non, c'est un regard et c'est un choix. À un moment, je choisis de raconter ça comme ça, de dire ça comme ça. En essayant d'être le plus juste possible par rapport à l'ensemble de l'œuvre, des livres, que ce soit cohérent. Mais évidemment, comme je suis un être humain, il y a des paradoxes, des contradictions. On est tous paradoxaux et contradictoires. Sinon, on ne serait pas humain. Heureusement, ouais, c'est ça. On n'a pas les mêmes souvenirs. Souvent, c'est drôle, je trouve, de parler avec ses frères et sœurs des souvenirs, parce que souvent, on ne se rappelle pas des mêmes choses. On va dire non, ça se passait à tel endroit, non, c'était... Enfin, puis on n'est pas d'accord, donc on peut pas savoir qui a raison. Mais nous, on a la liberté de coucher sur le papier sous forme de texte ou de dessin, et on n'empêche personne de le faire aussi. Et de toute façon, faire leur BD. Dans une fratrie, je pense que chez deux jumeaux ou deux jumelles, voilà, des gens qui ont le même âge et qui ont dans l'enfance, en tout cas, vivent des choses très, très parallèles, c'est pas nécessairement symétrique. Justement. Oui. C'est d'ailleurs quelque chose avec lequel tu joues diablement bien dans Rosalie Bloom, Camille Jourdi. C'est ce flou de perception, justement. Ah oui, comment un fait peut être différent. Alors évidemment, il y a ce jeu des points de vue différents de narrateurs, entre notamment le premier et le deuxième livre.
sur les mêmes faits, au même moment, comment est-ce que les choses sont perçues. Puis dans le troisième livre, quelque chose qui va plus unifier tout ça. Mais il y a ce jeu, en effet, de les gens ne sont pas ce qu'on croit qu'ils sont et ne croient pas, etc. Cette manière aussi qu'a l'imaginaire humain de tout de suite construire des histoires, très souvent d'ailleurs romanesques ou dramatiques, ou en tout cas grandiloquentes parfois, sur des petits détails de rien. Oui, bah, ça me plaisait. Enfin, j'avais cette idée donc d'un personnage qui en suit un autre et qui lui-même va se retrouver être suivi. Mais alors, c'était pas forcément simple dans le deuxième tome. C'est que tout d'un coup, je revisitais toute l'histoire du premier tome vue par quelqu'un d'autre, mais j'avais peur de redire les choses et que ce soit ennuyeux. Et pour que ce soit pas ennuyeux, il fallait que ce soit raconté, mais alors complètement différemment. Et pour ça, ce qui était amusant et intéressant, c'est de faire en sorte que, enfin, c'est dur d'expliquer là comme ça, mais que les filles qui suivent celui qui était au départ le suiveur, s'en fasse une idée, partent dans des délires complètement différents. Et c'est ça qui était drôle. C'est vrai que c'était intéressant au niveau du scénario de jouer avec ça. Alors des délires qui sont aussi propres à, on va dire, la fantasmagorie de la jeunesse adulte ou de la fin de l'adolescence. Il y a quelque chose comme ça aussi, de ce côté où tout est, comme on le disait dans la première conversation qu'on avait tout à l'heure, c'est Max, je crois, qui disait ça, qu'à l'adolescence, tout est soit un gouffre immense, soit des montagnes merveilleuses. Enfin, il y a quelque chose comme ça de l'hyper-exagération. Oui, bah, puis du coup, moi j'aime bien raconter des histoires quand même un peu rigolotes, donc il fallait que ce soit, pour que ce soit un peu drôle, un peu comique, c'était drôle que ce soit très exagéré dans un sens. Je trouve que la BD permet de faire ça. Par exemple, le personnage de la mère dans Rosalie Bloom, elle est très exagérée et elle est assez affreuse, mais en même temps tout le monde l'aime bien, du coup, ce personnage. Voilà, alors que dans le film, elle l'est peut-être un peu moins, qu'elle l'est pas mal, mais à la limite, je l'aurais presque fait même moins dans le film exagéré. Je trouve que c'est pas pareil, quoi, dans la BD que dans le film. Est-ce que tu as eu un peu de latitude quand même sur l'adaptation cinématographique? Est-ce que tu as eu un peu ton mot à dire? Non, bon après je l'ai laissé faire son film. Disons qu'on s'est rencontrés avec Julien Rapneau, donc il m'a parlé de son envie d'adapter Rosalie Bloom au cinéma, et j'ai bien aimé la manière dont il m'en a parlé. On s'est bien entendu, et voilà, à partir du moment où je lui ai dit que oui, moi ça m'allait, j'avais envie de le laisser faire. De le laisser faire son film, en fait. Je crois que je me serais pas venir regarder comme ça en disant non là. Enfin, pour moi, ça devait être, c'est son film. Bon, après, j'ai suivi quand même de près, mais parce que ça m'intéressait surtout. Mais c'est-à-dire qu'il m'a fait lire le scénario. Je suis allée sur le tournage 2 fois. Enfin, puis c'est quelqu'un de vraiment très gentil. Enfin, moi, on s'est bien entendu, donc ça, je suis contente de ça. Après, j'aurais pas forcément tout fait pareil dans le film, mais je trouve que ça s'est bien passé. Et pour moi, c'est une belle expérience. Je suis contente de la manière dont ça s'est passé. Ouais. Il y avait un lien au cinéma assez fort dans ton imaginaire peut-être d'enfance qui fait que finalement ton travail aussi de bande dessinée découle aussi de peut-être ces goûts cinématographiques ou peut-être ces envies de cinéma. C'est possible, mais sans que je me rende. C'est vrai que souvent on me demande ce que j'ai aimé, les influences. Je trouve ça dur de dire parce que c'est difficile. Mais c'est vrai que j'étais pas une grande lectrice. Je vois il y a beaucoup d'auteurs de BD maintenant qui étaient fans de BD enfants. Moi, bon, à part les Tintin et puis Astérix, j'étais pas une grande lectrice. Je pense que j'ai été autant influencée effectivement par le cinéma que par les livres jeunesse. Enfin, oui, ça a forcément joué, ça c'est sûr. Parce que pour faire un lien, peut-être un jeu de mots un peu facile avec la thématique de notre rencontre qui est autour des fantômes, est-ce que finalement, ce qu'on absorbe dans l'enfance, consciemment ou pas, puis ensuite, plus consciemment peut-être à l'adolescence, est-ce que tout ça, ce ne sont pas des fantômes qui nous habitent un peu et qui ressortent au moment de la création ? Oui, je pense que ce soit effectivement tout, de toute façon, la famille, ce qu'on a vu, les jeux qu'on a fait aussi enfant. Moi, j'ai beaucoup joué au Playmobil avec mon frère et ma sœur, et je suis sûre que ça a joué aussi, par exemple. Là, ce que j'aime bien en BD, c'est que je trouve que c'est magique parce qu'on a tout à portée de main. Enfin, il y en a besoin de très peu de moyens. On peut avoir tous les décors qu'on veut, tous les acteurs qu'on veut, tout ce qu'on veut avec juste du papier et du crayon. Je crois que ça, enfant, ça m'a toujours fascinée. J'ai l'impression d'avoir tous les jouets que je veux, en fait. Et je crois que j'ai un peu ce côté-là encore. J'ai toujours l'impression... c'est vrai qu'enfant, je prenais souvent une grande feuille de papier et puis je dessinais mes personnages. Je me disais, bon, bah voilà, ça va être l'histoire d'un tel. Alors, je sais pas, il se perd dans la forêt. Et c'était magique, ça. Et je pense que j'ai gardé un petit peu ça. J'ai l'impression qu'avec la BD,
Ouais, je peux jouer avec tous les personnages que j'ai envie et tous les décors que j'ai envie. Bon, après, il faut les dessiner, quoi. Mais... Ouais, c'est ça, ça peut être un peu long. Tu as gardé ces grandes feuilles d'enfance? Peut-être, j'ai gardé beaucoup de dessins, en tout cas, oui. Parce que c'est au cœur du travail d'Olivier Josson-Hamel. Au travail, alors à la fois tu reconvoques tes lectures d'enfance, justement les lectures de quelques classiques de la bande dessinée, dans le premier tome notamment, Astérix, Tintin, Spirou et Fantasio, enfin il y en a quelques-uns comme ça, Lucky Luke, et avec en plus ce regard très troublant de l'enfance. Donc là aussi, fantôme peut-être, ce regard de l'enfance d'avant la lecture, quand on s'imprègne des images, qu'on ne comprend pas ce qui est écrit, et que quelque chose se passe autre, notamment dans la forme des lettres qui disparaît un peu de manière floue, un peu fantomatique. Il y a ça, et puis il y a évidemment le jeu dont tu as parlé, ça rejoint un peu les questionnements. Il y a toute cette mémoire-là, finalement, qui revient dans le premier tome de travail. Et dans le deuxième aussi, je me disais, mais c'est fou quand même, parce que dans le tome 2 de travail, je reprends comme une reprise en musique, non pas un morceau de musique, mais un morceau de bande dessinée, à partir de L'Île Noire d'Hergé, un album de Tintin. Dans Hergé, moi, ce qui me fascine le plus, c'est toute la part d'inconscience qui va ressortir de son travail, mais à mon avis, à l'insu de son plein gré. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a un psychiatre qui s'appelle Serge Tisseron qui s'est penché sur l'œuvre d'Hergé, qui est fan de Tintin, et qui a étudié la généalogie de Georges Rémy, donc Hergé, et qui s'est aperçu que c'était... d'autres s'y étaient confrontés aussi. En fait, dans l'histoire d'Hergé, il y a tout un tas de fantômes. Son père serait le fils illégitime de quelqu'un de la noblesse belge, peut-être le roi Léopold lui-même. Et les deux Dupont, c'est le père d'Hergé et son oncle, puisque c'était les deux frères qui étaient issus de cette liaison entre leur maman, qui était femme de ménage, ou domestique en tout cas chez des nobles. Et elle aurait eu 2 enfants comme ça. Finalement, à partir de cet événement-là, ça ressort de plein de façons différentes. Chez Hergé, il y a plein de... On parlait de l'équilibre homme-femme. Dans Tintin, il y a peu de femmes, mais le peu qui s'y trouve, la Castafiore elle-même, c'est quand même un personnage particulier. Bon, sans faire de la psychanalyse de bazar, et puis Serge Tisseron, c'est pas un homme de bazar, c'est quelqu'un de sérieux. Et donc de reprendre du Hergé et d'être à mi-chemin de son propre inconscient et de l'inconscient d'Hergé, c'est marrant parce que les fantômes se rejoignent et dialoguent entre eux aussi. Et comme les inconscients dialoguent aussi. C'est ça qui est rigolo. Il y a dans cette approche quelque chose qui va plus loin que l'intention de base, peut-être. C'est-à-dire qu'est-ce que, au fur et à mesure des pages qui se dessinaient pour au travail, tu touches à quelque chose qui te dépasse. C'est peut-être valable aussi pour toi, Camille. D'ailleurs, il y a peut-être des moments où, dans le cheminement de l'ouvrage, du dessin, quelque chose d'autre se passe. Bah oui, le contrôle, il est illusoire. Hein. De toute façon, c'est une matière très volatile, volubile, ou tout ce qu'on veut. Donc, c'était très troublant de se pencher sur ces pages-là, et j'y ai passé un certain temps. J'en ai fait plusieurs versions. Et pour, au final, oui, me rendre compte de ce que ça me faisait en le faisant, et de porter un regard qui change encore au fur et à mesure du temps sur... Enfin, c'est toujours évolutif, donc c'est toujours volatile, et je maîtrise absolument pas tout. J'ai des intentions qui changent aussi parfois en cours de route, et le résultat, en tout cas ce qui se retrouve imprimé dans le livre ou dessiné sur le papier, oui, c'est... je peux dire que ça me dépasse. Quand je regarde des fois, je fais pas ça tous les jours, mais ça m'arrive de replonger le nez dans les 2 livres. Et le premier en particulier, ça m'a troublé parce qu'au fil du temps, ça bougeait, ça changeait. Le livre, il ne bougeait pas en soi, à moins que ce soit une entité fantomatique. Mais en revanche, le regard, lui, il est très, 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 très changeant et très, très évolutif. Là, encore une fois, j'ai souligné les racines, l'arbre, le végétal. Bon, le végétal, c'est en mouvement permanent. Je pense que l'être humain aussi. Tout est impermanent, comme disent les bouddhistes. Camille, est-ce qu'il y a toi aussi finalement une forme de surprise dans ce qui advient au fur et à mesure du travail? Oui, moi, je me sens dépassée tout le long, complètement. Ah oui. Non, mais j'ai pas une idée très précise non plus de ce que je vais faire au départ. Donc,
je ne sais pas à quoi ça va ressembler. J'y vais, puis c'est quelque chose qui se construit vraiment petit à petit, doucement. Et je tâtonne, quoi. Donc, je sais que par exemple pour Juliette, au départ, il y avait une voix off, et puis finalement, j'ai enlevé la voix off. Enfin, non, les premiers planches au brouillon ne se ressemblent pas. Puis je change des choses, même des fois sur les planches finies, je me dis non, là, peut-être qu'il manquerait quelques cases, alors je reviens. Mais même quand je commence une image, de toute façon, j'ai la sensation, enfin je sais quelle sera la composition et puis la sensation que je veux donner, mais je ne sais pas très bien ce que ça va faire. Et puis comme je fais tout à la main, alors je ne sais pas si on maîtrise plus avec l'ordinateur ou pas, mais je pose une couleur, puis après il faut faire avec. Alors ça se construit petit à petit, puis ça rend pas forcément exactement ce que j'avais en tête, mais ça me plaît aussi. Ce serait chiant si j'avais en tête les 250 planches et puis qu'il fallait les c'est bien voilà, c'est ça, ça me plaît quand même qu'à chaque case il y ait quelque chose de nouveau et de créatif, jusqu'au bout, quoi. Et finalement, ça raconte quelque chose en effet, l'évolution d'un travail, d'un auteur, d'une autrice. Tu regardes volontiers tes livres, tu regardes un peu comment les choses bougent, comme disait Olivier. Après, une fois qu'ils sont finis ? Ouais. Parce que pendant que je l'ai fait tout le long, alors là, j'ai plus aucun recul dessus. Ce qui est drôle, je trouve, c'est quand il y a vraiment du temps qui est passé, parce qu'après, je les lis pas tellement, mais ça peut m'arriver de les relire longtemps après. Et ce qui est bizarre, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses que j'ai complètement oubliées. Et du coup, c'est vrai que des fois, on arrive quand même à regarder avec un œil neuf ce qu'on a fait, ou dans des vieux carnets, des recherches, des choses que j'ai écrites, mais que j'ai vraiment complètement oubliées. Alors, il y a des choses que je trouve drôles, des choses que je trouve pas bien, mais c'est drôle, je trouve, ou alors de les relire. Là, elles sont un peu jeunes, mes filles, mais quand même de relire des fois avec ma fille. Je lui ai lu un petit peu de Rosalie Bloom. Du coup, c'est avec encore un autre regard. C'est vrai, tu soulignais que tu fais tout à la main, avec très peu d'ordinateur, voire pas du tout, peut-être pour nettoyer un peu les pages. Oui, encore, c'est même pas moi qui le fais, ça. D'accord. Ça vous fait aussi un point commun, ce rapport très physique au dessin. Je ne dis pas que l'ordinateur ne soit pas physique, mais de la matière, en tout cas, dont on parlait tout à l'heure. Alors, dans tes pages, Olivier, on le voit dans l'exposition, c'est flagrant. Il y a même vraiment de la matière, par moments des écorces de clémentine ou je ne sais quoi. Il y a ce plaisir aussi d'un rapport très, très charnel, très physique, un peu animal aussi au dessin, à la page, et peut-être dans le geste aussi. Complètement, mais c'est même le but de libérer ça et de retrouver la patouille qu'on fait enfant. C'est pas un retour en arrière, c'est plutôt pour moi un bond en avant. La bande dessinée, c'est une activité très sérielle qui peut enfermer aussi. Marc-Antoine Mathieu a cette phrase célèbre, Marc-Antoine Mathieu qui est auteur de bande dessinée, mais aussi scénographe. Il est content de ne pas faire de la bande dessinée tout le temps parce que pour lui, c'est cadrer le monde en permanence, c'est pas très sain. Et donc le fait d'ouvrir, même si il y a toujours un cadre, au propre comme au figuré, le mot est polysémique. Mais oui, je m'ennuierais beaucoup si j'avais pas cette... comme tu disais, on commence un truc, on a une intention, mais dans la journée, il s'en passe des choses. Des circonvolutions sont inouïes. On n'en a pas conscience, on surfe dessus comme sur des vagues. Voilà. Il se passe plein de choses dans une journée de travail, de bande dessinée. Et ce qui est intéressant, c'est quand on se surprend soi-même, parce que c'est quand on a l'impression de faire quelque chose de neuf ou qui n'était pas prévu, que ce soit une tâche ou autre chose, ça enrichit quand même beaucoup le travail et le moment présent, c'est sûr. Ouais. Et Camille, sur cette question du rapport physique au dessin? Moi, ça me plaît effectivement de dessiner sur du papier. Après, c'est aussi une habitude. J'avoue, c'est aussi que je suis nulle avec l'informatique, que je pense que j'ai pas les bons outils. Peut-être que si là, on me mettait entre les mains une super tablette, j'y trouverais peut-être un intérêt. Parce que des fois, je me dis que ça me ferait peut-être gagner du temps quand même un petit peu. C'est vrai qu'il faut redessiner plein de fois les mêmes choses en bande dessinée. Et moi, j'aime bien quand le trait, quand je veux dessiner un personnage et faire son expression juste, souvent j'essaye de ressentir moi ce qu'elle ressent, et c'est comme si l'émotion passait par le crayon et allait dans le personnage, c'est-à-dire que j'arriverais pas à dire pour que le personnage ait l'air, je sais rien moi,
anxieux ou dubitatif, ou voilà, faut que son sourcil soit comme ci ou comme ça. Je ressens l'émotion et clac, voilà, hop, ça fait. Donc, il faut vraiment que je sois dedans. Je peux pas être avec de la distance avec ce que je fais. Mais sauf que du coup, des fois, quand je suis bien dedans, hop, l'expression, elle est juste, elle est bien. Mais par contre, mon trait d'à côté, il est raté pour le décor derrière. Et ça, c'est frustrant. Et alors que ça, c'est vrai qu'avec l'informatique, ça pourrait être pratique de pouvoir gommer ce qu'il y a à gommer. Alors que là, bon, parfois, je me dis, bon, bah tant pis. De toute façon, à partir du moment où l'image dit ce qu'elle a à dire, je la laisse comme ça. Même si j'en suis pas forcément complètement contente graphiquement, je laisse passer ça. Mais pour le trait, peut-être que des fois, ça me plairait d'avoir un moyen d'effacer ce qui m'embête. Pour la couleur, c'est vrai que j'aime vraiment bien le faire à la main, ça pour le coup. Mais j'aime pas trop le rapport à l'ordinateur. Il y a un côté, bon, déjà je trouve que ça fait mal aux yeux, et puis je sais pas, la position est pas agréable. Ouais, j'aime pas ça. Et pour reconvoquer la figure de la spirale, est-ce qu'il y a une forme d'hypnose aussi dans le dessin, à force de... Parce que c'est une pratique, on l'a souvent dit, et c'est évident, qui demande du temps, qui des fois fait oublier le temps aussi, dans l'effort de concentration du dessin. Est-ce qu'il y a un lâcher-prise qui frise l'hypnose ? Peut-être dans certains dessins plus que dans d'autres. Je ne sais pas si, par exemple, dans les grandes pages que tu fais, Camille, dans Juliette notamment, il y a des grandes peintures qui font des respirations, soit en double page, soit en une seule page, mais qui racontent aussi quelque chose. Est-ce que là, il y a une forme de plaisir graphique, d'hypnose, de perte un peu dans la couleur ? Une forme de relaxation un peu, je dirais. Ouais. Des fois, c'est vraiment un moment dans lequel je me sens bien. Ouais. Pas tout le temps, parce que parfois, ça me demande plus d'efforts justement dans la construction de l'image, etc. Mais une fois que Enfin, c'est bête, hein, mais juste faire des petits traits, de la couleur et un truc un peu de détente quand même. Ouais. Et Olivier, de même dans le rapport à la couleur, dans certaines grandes doubles pages aussi, dans la circonvolution des traits. Ben oui, quand on est en osmose avec ce qu'on est en train de faire, dans le meilleur des cas, c'est chamanique. Il y a un côté très spirituel. Enfin, il y a pas mal de gens qui se questionnent, des auteurs de bande dessinée, qui se questionnent sur le rapport au corps avec le dessin. Certains disent, bah non, c'est juste la tête et puis la petite main qui dessine. Moi, je pense que c'est beaucoup plus vaste que ça. Et il y en a qui dessinent debout. D'ailleurs, Baudouin, il danse quand il dessine. Mais c'est une ouverture à tout ce qui peut se passer dans l'instant. Les voies, on dessine mieux quand les voies sont ouvertes, hein, et qu'on surfe sur, encore une fois, ce truc pas prévu. Et donc le rapport au dessin physique, oui. Moi, je travaille avec des petits bouts de papier, je fais des collages, des papiers déchirés, comme tu disais. Des fois, hop, il y a une peau de clémentine qui se retrouve collée dans les pages. Une fois, j'avais trouvé une mue de couleuvre dans mon jardin, près d'un tas de bois. Je l'ai gardée, puis finalement, elle s'est retrouvée en conclusion du tome 2. Voilà, la mue, avec tout ce que ça peut représenter pour un serpent, mais aussi pour un être humain. Et c'est ça qui fait le sel, finalement, du plaisir à travailler, je trouve. Parce que c'est quand même très long. Hein. Je ne sais pas, Camille, combien de temps tu mets à faire un livre. Je mets un temps fou. Voilà, bon, non, j'y passe à peu près... Ça s'étale sur 4 ans. Après, je ne fais pas que ça pendant 4 ans. Pareil. Mais, bon. Mais c'est vrai que c'est long, oui. Est-ce que c'est une respiration, dans le sens... justement, il faut un mouvement respiratoire pour que le dessin devienne quelque chose d'intéressant et respire lui-même. Peut-être dans une forme de, je sais pas, tu citais les bouddhistes, mais pourquoi pas dans une forme d'art martial ou je ne sais quoi, quelque chose où il faut réussir à trouver son rythme, sa respiration, ou peut-être comme quand on court, pour que le dessin existe, respire, soit vivant sur la page. Est-ce qu'il y a ce rapport comme ça un peu intérieur-extérieur aussi ? Ça, je sais pas. Là, je ne sais pas quoi répondre. Tu dessines où, toi? Ton atelier, comment c'est? Est-ce qu'il y a de la musique? Alors, ça, sans poser Henri. Moi, je travaille Merci, chez moi. Olivier. Et après, l'écriture, c'est quelque chose pour moi d'assez laborieux quand même. Et où il faut vraiment que j'arrive à être concentrée. Ça m'énerve. Des fois, je n'arrive pas à l'être autant que ce que j'aimerais. Et parfois, vraiment, j'arrive pas à rentrer dedans. Et c'est pas quelque chose qui se fait facilement pour moi, le moment d'écriture. Des fois, ça vient bien. Puis alors, des fois, c'est... Non, c'est tout mauvais. Enfin, bon. Et puis, donc une fois que je sais ce que j'ai à dire et que voilà, je cherche plus la mise en scène, savoir comment je vais le dire, faire le découpage, etc. Là, c'est compliqué, mais ça l'est
bon, ça l'est un peu moins. C'est-à-dire que plus ça avance dans les étapes, plus c'est facile, on va dire. Après, j'ai vraiment l'étape de recherche de décors, de personnages, où je m'inspire donc beaucoup de photos. Je choisis vraiment les meubles des personnages. Enfin, je fais vraiment un travail de... en plus, j'aime bien les détails. Donc, et puis, je trouve que ça participe aussi à ce que ça dit des gens. Rosalie Bloom, elle ne va pas avoir le même canapé que Juliette, que Pollux, parce que forcément, elle n'a pas les mêmes goûts. Alors, je cherche dans des sites, j'ai des tonnes. C'est vrai que c'est pratique avec Internet maintenant, mais j'ai des tonnes de banques d'images, de maisons, d'objets que je peux dessiner. Alors, je passe beaucoup de temps à chercher les décors, etc. Et après, donc, il y a la phase ancrage qui est encore un peu plus souple. Et puis la phase coloriage. Alors là, c'est la récréation. Et là, pour le coup, je mets de la radio en général. Ou alors des livres audio, éventuellement, ou de la musique. Mais pour la phase d'écriture, non, il faut qu'il y ait du silence, par contre. Pourquoi est-ce que le coloriage, c'est forcément la récréation? Je dis forcément parce que c'est vrai, la plupart des auteurs disent ça. Moi, j'ai pas besoin de concentration, pas tellement besoin de concentration. Je sais pas, je pense que c'est un moment où mon cerveau il peut faire deux choses à la fois, alors que sinon, non. Je le fais plus instinctivement, je sais pas. Enfin. Du coup, souvent, j'essaye de jongler un peu entre les deux, c'est-à-dire que je vais faire une fois que l'histoire est à peu près écrite, je fais des parties où je fais vraiment du découpage, des parties où je vais faire, je sais pas, je vais ancrer 20 planches. Après, si je suis une période où je suis un peu plus fatiguée, je vais peut-être plus faire de la couleur. Je vais pas faire une planche finie, puis ensuite une autre planche finie. C'est par 10, par 20, quoi. Par scène, souvent, d'ailleurs. Par scène, ouais, d'accord. Olivier, toi, ton rapport à la couleur, il est plus direct finalement parce que tu travailles sur des pages en couleur pour au travail. Oui, puis je crée pas ma couleur, c'est-à-dire que il y a du papier blanc, du papier vert, du papier noir, du papier blanc. Moi, j'interviens à l'encre de Chine et au Tipex, qui sert à corriger sur le blanc, mais sur du papier de couleur, ça crée de la lumière. Donc c'est un rapport assez plastique finalement le fait de partir sur des matières déjà existantes, un morceau de papier, bon, je vais autour de ma table, il y a plein de morceaux de bouts de papier déchirés avec différentes formes. Une forme de papier peut me donner l'idée d'un motif et j'y associe autre chose, donc c'est toujours très, très évolutif. Hein. Je ne sais plus de quoi on était question. Sur la couleur, je demande sur ce rapport assez moi, je suis pas très à l'aise avec Enfin, je me sens pas coloriste. Si j'étais musicien, j'aurais du mal à jouer avec un orchestre philharmonique, ou être chef d'orchestre, disons. Ça fait trop de choses avec lesquelles jongler. J'ai besoin d'avoir des repères plus précis. Donc, si je faisais de la couleur directe, j'aurais quelques dominantes, 2, et puis éventuellement une petite troisième, et pas plus, quoi. Et donc, c'est pratique de travailler en bicro ou en trichromie. En utilisant le blanc et le noir. Puis dans le prochain tome, il y aura du violet. Donc petit à petit, une couleur en plus. Ça, et je prends bien soin. 4 ans pour faire un bouquin, donc on a le temps de penser à la couleur suivante. C'est bien. C'est sûr. Tout à l'heure, Olivier, tu parlais du fait que dans Au travail, finalement, c'est la question du rapport homme-femme qui devient centrale. Ce que tu n'avais pas prémédité, a priori, sur le début. C'est aussi le cas de Rosalie Bloom et de Juliette. Finalement, on est dans le rapport homme-femme, on est dans les rapports familiaux, mais on est quand même dans ce jeu du rapport homme-femme très souvent. C'est un peu ce qui traverse vos deux œuvres et qui serait presque central dans tout ce que vous racontez, même si vous pensez pourtant vous en éloigner parfois, ça revient forcément. Je me rends pas compte. Je dirais même plus de la place de chacun au sein d'une famille. Enfin, pour Juliette, j'ai eu cette impression-là vraiment de travailler un petit peu sur la place que chacun avait et se donnait ou croyait avoir. Puisque là, il est vraiment question de ces deux sœurs auxquelles on a collé un petit peu des étiquettes depuis qu'elles sont toutes petites. Et je trouve des fois c'est un petit peu ça dans les familles. On a du mal à se dégager de l'étiquette qu'on nous colle depuis qu'on est tout petit. C'est-à-dire là, il y a la sœur forte à qui on peut tout demander, on peut tout lui dire. Elle encaisse tout. Et voilà, puis la sœur qui est fragile, il faut rien lui dire, il faut tout lui cacher. Puis elles souffrent finalement les deux de ça, parce que des fois, il y en a une, elle aimerait bien qu'on se dise qu'elle est peut-être un peu plus fragile, puis l'autre qu'elle soit un peu moins nièce, quoi. Et c'est vrai que je trouve que parfois dans la famille,
on a beau s'en extirper, parce que voilà, on grandit, on va vivre ailleurs, après on a sa propre vie, et je trouve que la famille, ça a cette capacité à vous ramener en 2 secondes à votre place de toujours, votre place d'avant. Voilà, vous asseyez au repas de famille, et puis ça y est, vous avez 14 ans, quoi, à nouveau, ouais. Et c'est plus ou moins agréable. Ouais. C'est ce que m'avait dit un ami au moment d'avoir des enfants, c'était au moment où tu as des enfants, c'est le grand retour de la famille. Alors je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais il y a un truc de... Même quand on avait réussi à s'émanciper un peu, les revoici. Quand on est des enfants, je trouve que ça nous met face à nous-mêmes, et on se découvre aussi on se découvre autrement, et moi je pensais pas autant ressembler à ma mère. Et des fois je leur parle et je me dis je parle comme ma mère, quoi. Bon, après voilà, c'est pas grave, hein, mais je pensais que j'allais plus ressembler à mon père avec mes enfants, mais bon. Je trouve qu'on se découvre autrement, effectivement. Et pour toi, Olivier? C'est pas anodin d'avoir commencé au travail à la fois avant d'avoir 40 ans, au moment où j'avais un deuxième enfant, une petite fille. Et je suis comme toi, Camille, je retrouve d'autres personnes en moi-même de ceux qui me précèdent. Et en même temps, je pense que c'est toujours évolutif. Tu n'es pas réductible à ta mère en toi, ou les deux sœurs dont tu parles ne sont pas réductibles non plus. Après, on peut lutter contre cette place. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Enfin, c'est le rapport homme-femme, mais les rapports entre les êtres humains. Que chacun puisse trouver sa place et en même temps s'individuer au sein d'un cadre, que ce soit un cadre familial, le cadre d'un livre. On va bien sûr centrer sur certains personnages qui vont plus nous intéresser, puis c'est notre choix, on a choisi de centrer sur tel ou tel personnage, et les faire exister, que les personnages soient incarnés et qu'on s'y retrouve humainement, quoi. Moi qui fais peu de fiction, je me questionne par exemple sur ce cas d'école qui est de faire mourir un de ces personnages. Ça doit être assez particulier, ce truc où on s'autorise à... Il y a les frères Godin tout à l'heure qui parlaient de maltraitance, et de maltraitance positive. Et évidemment, si on est au ménage de la chèvre et le chou tout au long d'un récit, il ne se passe rien et on s'ennuie. Moi, je suis devenue très superstitieuse et je crois que j'ose plus... Je crois qu'il y a des trucs, je pourrais pas faire des choses trop noires, parce que je sais pas, T'as peur que ça arrive? Ouais, je sais pas, il y a un truc en ce moment qui est comme ça. Ouais, de toute façon, écrire des choses trop noires, je sais pas si je pourrais. À voir. C'est ça, tout dépend de comment les choses évoluent dans ton travail. Et peut-être je vais terminer avec ce questionnement-là. Est-ce que, puisque vous avez posé maintenant quelques livres à votre actif et une manière peut-être de faire les choses, est-ce que ça pourrait pas être un peu enfermant parfois, ça? Est-ce que, par exemple, systématiquement, si tu disais, Olivier, avoir envie de faire pourquoi pas de la fiction, mais est-ce que forcément les choses autobiographiques reviennent et prennent le dessus? Ou est-ce que toi, Camille, quand tu travailles un nouveau récit, forcément les questionnements de famille, d'éventuels secrets de famille ou quoi, reviennent même si tu ne le souhaites pas? Je pensais à ça juste parce que dans ton travail d'illustratrice, je pense notamment au livre Solaire de Fanny Chart, que tu as illustré récemment à l'École des loisirs. C'est encore une histoire de famille avec un secret, avec quelque chose. Là, j'ai juste fait la couverture et bien 4 sûr, petits mais dessins est-ce qu'on vient donc, de chercher parce que tu deviens, entre guillemets, la spécialiste de la question familiale? Je pense que oui, mon style correspondait bien effectivement à l'histoire de livre Solaire. Donc je pense qu'on vient me chercher forcément aussi pour ça, oui. Après, là, en ce moment, je travaille sur une BD jeunesse, une aventure dans la forêt. Enfin, ça sera quand même un grand bouquin. Donc, bon, il est question un petit peu de famille, puisque la petite fille s'enfuit parce que ses parents ont divorcé, mais c'est pas non plus le centre du livre. Donc là, ça ressemblera pas forcément à ça. Après, je pense que il y a des thèmes que j'aime bien, et je vais pas non plus m'en éloigner à tout prix. Ils seront toujours plus ou moins là. Après, je pense que on peut parler de la famille, mais je sais pas moi, aussi bien dans un polar que dans une comédie, que dans en faisant. De toute façon, on raconte toujours un petit peu les mêmes choses. Hein, c'est un sujet sans fin, ouais. Oui. Et Olivier? Il y a j'ai d'autres envies qu'au travail, ça c'est sûr, notamment de faire des choses autour de la musique, du rock'n'roll et des musiques populaires.
Mais je parlais tout à l'heure, quand tu nous avais demandé d'évoquer une lecture récente d'une biographie de Peter Criss, le batteur de Kiss. Ça peut paraître loin, mais finalement c'est proche. C'est ça qui est drôle. Il y a des constantes humaines. On peut lire, je sais pas je sais pas si elle existe, mais la biographie, ou en tout cas quelle était la réalité d'un paysan dans l'Égypte ancienne. Bon, on va trouver des liens avec ce qu'on vit aujourd'hui, même si c'est très lointain. Les premières traces artistiques humaines qu'on a sont extrêmement lointaines, mais elles nous parlent. Et ce qui est marrant, c'est qu'au XXIe siècle, là, il y a pas mal de choses qui ressortent sur les choses premières en art. Mon épouse, encore elle, je vais faire Colombo, je parlais de ma femme. Ouais, travaille sur la place des femmes dans l'art, et les premières traces d'œuvres artistiques humaines sont vraisemblablement les Vénus, par exemple. Il semblerait que ce soit de l'œuvre de femmes, justement. Mais tout ça sans enfermer encore, ni sexuer, ni genrer les choses. Il se trouve que il y a énormément de conflits jusqu'à aujourd'hui qui sont issus de mauvaises relations entre les hommes et les femmes. C'est à une petite échelle ou à une grande échelle, quoi. C'est l'histoire de religion. Quand on regarde la place des femmes dans les religions, il y a peut-être à y retrouver, à y redire, disons. Tout dépend du regard qu'on porte dessus, encore une fois, mais ça coince. Ça peut coincer, en tout cas. Les femmes ne s'y retrouvent pas toujours, je pense. Et les hommes non plus, je pense, de fait. Et au travail, appelle d'une suite, puisque je crois que tu avais prévu quelque chose en 5 tomes. Oui. Mais en même temps, tu as des envies de faire autre chose, de respirer différemment. Et malgré tout, il y a une nécessité, il y a un tempo qui presse un peu à faire venir une suite. Là, j'entends un petit appel, donc je vais y répondre pour le tome 3. C'est le moment, je pense. Puis c'est une histoire de désir, hein, c'est ça. C'est pas l'usine, normalement, faire ce genre de bande dessinée. Donc, Mais ça peut être lourd à porter. Oui, mais une fois qu'on l'a fait, c'est plus léger. Et ça permet de nourrir la suite. Des choses impermanentes, comme ça, les vagues, les circonvolutions. Le creux de la vague peut être tout à fait porteur. Moi, je n'ai pas fait de bande dessinée depuis janvier 2017, exactement. Enfin, je viens de refaire quelques pages, là, notamment pour le fanzine de Fumetti. Et j'avais déjà envie de me remettre au travail. Donc oui, au début, je me disais, c'est bizarre. Je culpabilisais presque de ne pas faire de BD. Je dessinais, mais je ne faisais pas de bande dessinée. Et finalement, je pense que c'était un temps de jachère tout à fait nécessaire. Il faut laisser reposer la terre, la bestiole et le reste. Merci beaucoup Camille Jourdi, Olivier Josso-Hamel d'avoir accepté cette discussion croisée autour de différentes questions autour de la famille. Pourquoi réveiller les fantômes? Je remercie Claire, Salomé et Élie pour la technique de cette émission en direct. On termine avec quelques morceaux de musique. Il y avait plein de choix possibles. Alors dans Rosalie Bloom, il fait référence au morceau La Mort de Léo Ferré que Rosalie Bloom chante en chorale. On va l'écouter parce que finalement, après les fantômes, il y a la mort ou avec ou en même temps. Donc pourquoi pas. Et puis peut-être un autre morceau derrière, le temps de se réinstaller. Merci à vous. Avec sa foule de 4 saisons.